Aujourd'hui, nous attaquons la 10e partie jouée entre Ayumu et Urushi dans le manga À quoi tu joues Ayumu, sorti aux éditions Nobinobi. Alors cette fois-ci, Ayumu a bien l'intention de battre Urushi en déployant une technique secrète qu'il a dû découvrir quelque part. Voyons un petit peu comment il va s'en sortir. Alors dès le début, Ayumu change de technique et au lieu de conserver son habituel tour en 4e colonne, il décide apparemment de jouer en tour centrale. Alors la tour centrale est une ouverture très connue au shogi, il y a beaucoup de variantes qui existent à son sujet, c'est en général une attaque assez violente, donc qui permet de prendre l'avantage sur son adversaire rapidement si celui-ci ne sait pas réagir correctement. Donc peut-être que Ayumu là a trouvé la clé pour essayer de percer les défenses d'Urushi. Urushi, elle, a fait le choix de continuer à jouer sa tour fixe qu'elle connaît maintenant par cœur. Et là, Ayumu décide d'ouvrir son fou, ce qui est, je vous le rappelle, une base du shogi où on essaie d'avoir son fou actif le plus rapidement possible. Donc jusque-là, rien de faux. Ça a aussi l'avantage d'anticiper l'attaque de Urushi sur la colonne 8 en ayant la possibilité d'y monter le fou en 7G. Et c'est effectivement ce qui va se passer puisque Urushi continue son attaque et donc Ayumu défend avec son fou. Jusqu'ici, pas de problème, tout va bien, ce sont des coups assez classiques dans ce genre d'ouverture. Urushi, pour essayer d'accentuer son attaque, développe également son fou. Là le risque est évident, si elle prend le fou adverse au prochain coup, eh bien Ayumu ne peut prendre qu'avec le cavalier. Et cela permet ensuite à Urushi de lancer son attaque sur la 8e colonne sans avoir aucune défense qui vient l'empêcher. Donc Ayumu, face à ça, il va être obligé de se défendre. La manière la plus classique de se défendre, c'est évidemment avec le général d'argent, qu'on monte le plus souvent en 8H, mais Ayumu ne fait jamais les choses comme tout le monde, comme on a pu déjà le remarquer, alors il va décider de monter son général d'argent en 6H. C'est assez étonnant parce que ça laisse des cases vides sur le côté gauche, mais à la limite, pourquoi pas. Urushi, elle, continue son attaque et donc fait monter son général d'argent. On commence à sentir le Bogin arriver. Pour rappel, le Bogin ou bâton d'argent, on l'a déjà vu dans des parties précédentes, donc je vous invite à y retourner. Il existe des vidéos sur internet qui vous expliquent l'aspect plus technique de l'ouverture, donc n'hésitez pas à aller les visiter si vous avez envie de vous spécialiser dans cette ouverture. Et là, Ayumu nous joue un nouveau coup étonnant, il monte son général d'argent en 4H, pourquoi pas. Et là, il vient de former le château invincible. Alors ne vous méprenez pas sur le nom, ce château en fait n'a rien d'invincible. Son nom en fait est plus un aspect ironique qui lui a été donné suite à sa création. On en trouve quelques traces, évidemment il ne sort pas de nulle part. Il a été mentionné par le meilleur joueur au monde, Habu, qui le jouait quand il était enfant. Donc c'est tout dire. Il s'agit vraiment d'une technique de base au shogi et qui en fait, comme on va le voir dans cette partie, ne fonctionne pas très bien. On en parle aussi dans un autre manga de shogi qui n'a pas été traduit en français, mais qui a fait l'objet d'un dorama très intéressant, assez rigolo, que je vous conseille de regarder si vous en avez l'occasion, qui s'appelle Hachiwa Daiva. Dans le chapitre 8 du manga, pour être précis même, ce château est mentionné. Donc cette partie va nous permettre de voir que ce château n'est pas très efficace. Cela dit, il pourrait permettre éventuellement de créer une variante qu'on appelle l'ouverture canard, où là les généraux d'or se mettent en fait de chaque côté, donc en 7i et en 3i, mais la tour dans ce cas-là n'est pas dans la bonne position. Si le château canard vous intrigue, je vous invite à chercher quelques informations sur internet. Il existe même une vidéo qui en parle de la part de notre ami Quentin, et allez jeter un coup d'œil, c'est assez amusant à regarder. Donc face à la situation en tout cas, Urushi ne se laisse pas démonter et donc lance son attaque en prenant le fou adverse et en ayant provoqué la promotion de son propre fou. Ayumu évidemment doit réagir face à ça et il va prendre le fou avec le cavalier. Donc évidemment c'est une erreur, c'est avec l'argent qu'il fallait prendre parce que là avec cavalier il permet à Urushi de rentrer.
Si le général d'argent avait défendu, au moins la case 8F était toujours protégée et donc le danger n'était pas immédiat. Donc là, Ayumu n'a pas le choix, il doit prendre le pion qui est repris immédiatement par la tour. Et là, malheureusement, c'est le drame. Plus rien n'empêche la tour d'aller se promouvoir sur la colonne 8 et en plus d'attaquer au choix la ligne H ou la ligne I selon comment vont se passer les coups suivants. Alors ici, tout n'est pas perdu pour Ayumu, il peut encore se défendre, il pourrait par exemple déplacer son général d'or en 7i de manière à protéger la zone et éviter à la tour de rentrer. Ce serait une bonne possibilité, mais ça n'aurait pas beaucoup d'effet parce que Ulushi pourrait tout simplement parachuter un pion en 8H et ensuite, au coup suivant, le promouvoir de manière à rendre ce général d'or inopérant. Et donc face à cette menace, Ayumu, eh bien, tout simplement ouvre son pion en 5F qui lui permet d'entamer avec un peu d'espoir une attaque sur la colonne 5 qui pourrait associer la tour, le pion et le cavalier qu'il a monté auparavant. Mais bon, il faut beaucoup de temps pour ça. Est-ce que Ulushi va lui laisser le temps de ça avec sa tour qui est quasiment promue? C'est pas évident du tout. Donc coup évident qu'on pouvait attendre la tour maintenant de Ulushi est promue en 8i. Donc nous avons un joli dragon qui attaque le côté du roi. Et donc pendant ce temps, Ayumu lui se dit « Allez, je passe à l'attaque, je vais essayer d'avoir un peu de contre-jeu. » Mais malheureusement, encore une fois, il est un peu tard. Et Ulushi, elle, peut continuer à menacer en parachutant son fou en 7H. Alors ce fou là, il ne peut pas être pris parce que si le général d'or monte en 7H pour attraper le fou, eh bien il crée ce qu'on appelle un échec à la découverte et la tour promue en 8i pourra capturer le roi en 5i sans aucun problème. De son côté, pour Ulushi, eh bien, ce parachutage est très intéressant parce qu'il permet d'associer le fou et la tour sur la ligne I, et en particulier sur la case 6i, et ce faisant, en fait, s'assure un mat obligatoire auquel Ayumu doit d'ores et déjà réagir. Donc pour cela, il monte son général d'argent qui était en 4H sur 5H et ainsi crée une case de fuite pour le roi. Ça, par rapport à la situation, c'est certainement la meilleure chose qu'il avait à faire, essayer d'anticiper une fuite face à l'attaque inévitable de son adversaire. Mais c'est peut-être un peu tard encore une fois, puisque là, eh bien, tout simplement, Ulushi lance son attaque en ayant la promotion de son fou en 6i, il récupère un général d'or, provoque un échec et accessoirement récupère la tour adverse. Donc là, c'est déjà bien la catastrophe pour Ayumu, qui va récupérer ce fou avec le roi, et là, Ulushi n'a plus qu'à parachuter sa tour en 2H. 無敵囲いについて教えてやる。はい、お願いします。まず組むのが簡単だし、完成がめっちゃ早い。そして前からの攻めには強い。先輩、何でも知っていてすごいですね。尊敬します。しかしこの囲いには弱点がある。んで、横から攻められるととにかく弱い。ほら、横からに弱いだろ。Alors dans le manga, la partie s'arrête là. On comprend que de toute façon c'est la catastrophe pour Ayumu, qu'il n'a plus aucune opportunité de pouvoir attaquer et qu'il est déjà cerné de toutes parts. On peut imaginer différentes manières pour lui de défendre encore et encore, mais en défendant il va être obligé de parachuter ses fous à un moment ou à un autre et donc n'aura plus aucune pièce pour l'attaque, alors que pour l'instant Ulushi finalement n'aura eu besoin que de 2 tours pour encercler le roi et pourra tranquillement, en prenant son temps, monter toutes ses autres pièces à l'attaque pour finalement étouffer le roi et l'attraper. Donc cette fois-ci, on a affaire à une partie qui a été plutôt rapide par rapport à ce qu'on a été habitué ces derniers temps, mais ça vous permet en fait de voir les défauts de ce genre de château central. En général, on ne laisse pas son roi au centre, c'est une très mauvaise idée. Même si vous construisez un château autour avec différents généraux, eh bien vous donnez la possibilité à votre adversaire d'attaquer à la fois à droite et à gauche, et pour des raisons de quantité de pièces, logiquement, à un moment donné, vous serez submergé, vous n'arriverez pas à défendre à la fois la chèvre et le chou.
Donc la recommandation que j'aurais, c'est de mettre votre roi d'un côté. C'est ce qui est proposé dans la majorité des ouvrages de shogi. Construire un château du roi se fait d'un côté ou de l'autre du plateau et en général se fait le plus loin de la tour. C'est-à-dire qu'on consacre plutôt une partie de son plateau pour l'attaque avec la base de la tour et l'autre côté du plateau pour la défense avec le roi protégé le plus souvent par 3 généraux. Donc c'est une recommandation pour aujourd'hui. N'oubliez pas ces techniques de base qui vous permettront certainement de progresser au shogi si c'est un jeu qui vous intéresse. Et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine partie qui va être jouée entre Ayumu et Orochi dans ce premier tome de À quoi tu joues Ayumu. Si ça vous plaît, comme déjà évoqué, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu pour montrer que vous appréciez ce qu'on fait. Si vous laissez des commentaires, n'hésitez pas non plus, on serait heureux de savoir comment on peut s'améliorer pour faire encore mieux avec ces vidéos. Et puis abonnez-vous, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos qui vont sortir. Et à très bientôt.